Principalement, c'est la passion de la montagne dans un premier temps. C'est des montagnards. C'est des gendarmes, ils ont la passion de la gendarmerie, mais ils sont aussi, et peut-être parfois avant tout, passionnés de montagne. Donc ils ont cette opportunité d'exercer un métier dans le milieu qui les passionne, d'un métier technique, et la technicité aussi les passionne, les intéresse. Et puis c'est des gens qui sont pleinement investis pour les victimes, qui ont cette envie de sauver des gens, cette envie d'être actifs, d'aller de l'avant, aller prendre des risques, être confronté à des situations difficiles pour sauver des gens. Malgré tout, comme je le disais, il faut que ce soit des personnes qui soient capables d'évaluer les risques et de les gérer et de les réduire au maximum. Donc il faut cette balance entre la volonté de s'engager et la nécessité de gérer les risques. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous sommes de retour à Chamonix pour un entretien avec le chef du Centre national d'instruction de ski et d'alpinisme de la gendarmerie, le CNISAG. C'est ici que les gendarmes sont formés au secours en montagne afin de pouvoir notamment intégrer un PGHM. Pour en savoir plus sur le métier de gendarme secouriste en montagne, rendez-vous dans le prochain numéro du magazine Défense Zone que vous pouvez recevoir en version papier et numérique en vous abonnant sur notre site internet défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Chamonix, au CNISAG, au Centre national de ski et d'alpinisme de la gendarmerie, avec Jérôme Grange. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, je suis le colonel Jérôme Grange. Je commande le Centre national d'instruction au ski et alpinisme de la gendarmerie depuis 1 an et demi. J'ai un cursus assez classique de gendarmerie, d'officier de gendarmerie, avec un tropisme montagne assez marqué. J'ai été formé à Saint-Cyr, puis j'ai fait mon école d'officier de gendarmerie à Melun. J'ai ensuite fait de la gendarmerie mobile à Gap et Annecy, où j'ai commandé l'escadron d'Annecy. J'ai commandé ensuite la compagnie de gendarmerie départementale de Corté, puis le PGHM de Grenoble. Ensuite, j'ai passé 2 ans à la direction générale au bureau de la formation, 1 année de scolarité à l'école de guerre, et me voici ici. D'accord. C'est quoi le Centre national de ski et d'alpinisme de la gendarmerie ? Alors ce centre, qui a un peu plus de 30 ans, a pour objet de former les gendarmes à la pratique de la montagne en sécurité. Donc ça, c'est pour la gendarmerie classique. Et il y a le niveau au-dessus où là, on va former les gendarmes du secours en montagne, des pelotons de gendarmerie de montagne et des pelotons de gendarmerie de haute montagne, à réaliser des missions de secours en montagne, que ce soit des secours simples ou des secours complexes, voire la gestion de crise en montagne. La gestion de crise en montagne, et d'après ce que j'ai compris, dans toute sa globalité, c'est-à-dire aussi bien comment on intervient, comment on fait du secourisme, pour le coup, et comment ensuite on gère la crise par rapport aux médias. Tout à fait. Les montagnes sont toutes en France en zone de compétence gendarmerie nationale, ce qui fait que lorsqu'il y aura une crise, que ce soit un secours important, mais ça peut être aussi une catastrophe, ça peut être du judiciaire, ça peut être un crash d'avion, comme on l'a vu malheureusement. Il y a toute la partie de projection de force sur le terrain pour les actes de secours, où là les PGHM sont en première ligne. Mais au-delà de ça, il y a toute la phase d'enquête, parfois qui passe par un gel des lieux, donc amener des unités sur le terrain pour empêcher les badauds ou tout quiconque de s'approcher. Il y a parfois une phase un petit peu d'ordre public pour préserver les familles, préserver les dépouilles parfois du public. De circulation routière pour se préserver des axes pour les renforts, pour évacuer les victimes, et tout l'aspect médiatique, parfois diplomatique, un peu politique parfois aussi. Tout ça revient dans la main du commandement des opérations, qui est souvent un gendarme, sachant que le directeur des opérations dans ces cas-là, c'est le préfet. D'accord. Et comment les gens sont formés à ça ? Parce que c'est quand même assez particulier d'intervenir sur des crashs ou ce genre de drame. Alors c'est une formation que nous réservons à des secouristes expérimentés. Donc nous la dispensons à des gendarmes qui sont gradés supérieurs ou officiers et qui ont souvent 15-20 ans d'expérience dans le secours en tant qu'équipier secouriste, mais également en tant que chef de caravane de secours. Donc le chef de caravane de secours, c'est celui qui
qui va commander l'opération dans sa réalisation tactique, dans le commandement opérationnel des moyens, que ce soit le médecin, l'hélicoptère, les 2, 4, 6, 10 secouristes. Ce sont des personnes qui ont cette expérience-là du commandement, donc qui ont une approche avec un peu de recul des événements. Et là, on leur apporte cette vision un petit peu encore plus reculée du secours pour être capable de traiter non seulement la crise sur le terrain, mais la globalité de la crise dans toutes ses dimensions, comme je le disais, judiciaire, ordre public, politique, diplomatique et médiatique. D'accord. Alors, heureusement, les crashs d'avions, d'hélicos, il n'y en a pas tous les jours. Heureusement. C'est quoi les types de crises les plus réguliers auxquels peuvent faire face les gens qui sont formés ici ? Alors, une avalanche, c'est un secours complexe qui peut devenir une crise lorsqu'il y a beaucoup de personnes impliquées, lorsque les lieux sont particuliers ou lorsque les victimes sont particulièrement particulières, que ça peut être des étrangers, des personnes connues, des jeunes. Donc là, tout de suite, on aura un engouement des médias, on peut avoir une sensibilité si c'est lié à l'éducation nationale. Toutes ces choses-là vont nous complexifier la gestion de la situation en elle-même sur le terrain, car il y a beaucoup de comptes rendus à faire. Il y a des personnes à alimenter avec des comptes rendus, à alimenter avec des informations. Il y a souvent des polémiques qui commencent à naître déjà avant la fin du secours, donc c'est à nous de temporiser et de nous concentrer sur le secours, tout en se préservant les éléments essentiels pour l'enquête qui ne manquera pas d'avoir lieu, et qui démarre simultanément, classiquement. Donc voilà, les avalanches complexes, il y en a eu dans le Mont Blanc, au Mont Blanc du Taku, les crashs d'avion, on a eu la Germanwings. Il y a des catastrophes comme des éboulements qu'il y a pu y avoir en Corse sur le GR20, des chutes de télécabines, c'est arrivé, ou de téléphériques, des personnes perdues. Voilà, c'est à peu près les cas les plus classiques auxquels on est amené à être confronté. Ouais, personnellement, moi, c'est les crises que j'ai vécues, il y a eu la Germanwings et il y a eu 2 ou 3 avalanches un petit peu plus complexes. Alors sur les inondations dans le 06 aussi, c'est une crise. Et chacun dans son domaine, les pompiers dans le Eure, la partie montagneuse par les gendarmes était traitée en tant que crise. Donc voilà, il y a beaucoup de crises différentes et nous, notre objectif, c'est de les préparer à tout ce qui peut se passer. À savoir que lorsqu'on est confronté à une crise, et c'est en cela que moi je la différencie d'un secours classique ou d'un événement majeur, on assiste à un emballement des événements avec au début très peu d'éléments, donc une sorte de brouillard de la guerre, on pourrait dire. Et on doit décider dans l'incertitude. On doit raisonner par hypothèse et décider dans l'incertitude. Et c'est ce mode de raisonnement qu'on veut inculquer à nos chefs pour que dans la crise, ils soient proactifs et que les premières minutes de la crise ne soient pas perdues. Là où on ne comprend pas tout ce qui se passe, qu'elles ne soient pas perdues, qu'elles nous permettent d'anticiper la suite, de monter en puissance, d'organiser le commandement, de faire les actes essentiels pour que la crise soit bien gérée. Sans parler du secours, évidemment, mais lui, on est habitué, qui part très très vite, et souvent, le premier élément qui part, c'est un équipage d'hélicoptère avec un médecin et plusieurs secouristes, et c'est souvent ce qu'il y a de plus adapté, parce que ça nous permet d'avoir au plus tôt une vision précise de ce qui se passe. Justement, le déclenchement du secours, c'est quelque chose qu'on apprend ici ou qu'on apprend quand on est en peloton ? Le fait de partir très rapidement, d'intervenir sur un lieu précis Alors le déclenchement de secours, classiquement, tous les PGHM, tous les PGM le font très régulièrement. Certains PGHM, comme Chamonix, font plus de 1000 secours par an. Donc c'est quelque chose à laquelle nous sommes habitués. On travaille ce déclenchement souvent par le biais d'une conférence avec le CTA CODIS, vu que les requérants souvent font le numéro unique 112. Donc les pompiers nous passent l'appel dès que c'est identifié que c'est un secours en montagne. Et là, nous prenons les éléments de localisation, de gravité, circonstancielle, etc., les dangers auxquels la victime les dangers qu'elle court, et au vu de ça, on lui donne des directives pour qu'il nous attende en sécurité, et puis on déclenche le secours, soit très rapidement, dans certains cas, les avalanches par exemple, soit en temporisant un peu plus, parce que
parce qu'il faut prendre le temps de faire les choses bien et en sécurité. Et c'est le cas notamment lorsque la météo est très mauvaise et que les hélicoptères ne volent pas, où là on va partir sur des caravanes terrestres qui sont longues et parfois dangereuses. Donc il faut y réfléchir un petit peu plus. Donc oui, ces déclenchements de secours, nous y sommes habitués. Voilà. Et la subtilité, là, lorsqu'on parle de crise, c'est lorsqu'on a une alerte, qui peut paraître classique, d'identifier au plus tôt la crise, pour pouvoir nous mettre mentalement en mode de crise, c'est-à-dire à ne pas chercher à économiser les moyens et à anticiper les scénarios où le petit imprévu ne pourra pas être rattrapé comme on peut le faire d'habitude, parce que dans la crise, tout s'emballe un peu plus vite. D'accord. Ça reste l'intervention sans hélico, parce que l'hélico ne peut pas décoller, ça reste quoi? Ça reste marginal ou c'est quand même assez régulier, le fait qu'on parte comme ça dans la montagne, dans de mauvaises conditions? C'est assez marginal, c'est entre 5 et 10% des secours. Néanmoins, c'est des secours qui sont beaucoup plus longs, donc en temps de secours, ça ferait beaucoup plus. Et c'est pour ça que nous nous préparons en alpinisme essentiellement. Voilà. Après, un secours héliporté est dangereux malgré tout, hein, mais lorsqu'on doit faire une approche terrestre, surtout quand il y a des risques d'avalanche, nos secouristes sont exposés à ces risques. Lorsque quelqu'un est en plein milieu d'une face, il faut y accéder, donc il faut des compétences d'alpinisme. Et ce n'est pas des compétences classiques d'amateurs, où là on va choisir les bonnes conditions, c'est aller faire la même course mais dans des mauvaises conditions. Donc c'est pour ça que la formation est exigeante. Justement, comment on fait pour gérer ces risques? Parce que quand vous êtes sauveteur et qu'on vous dit là il faut aller dans la face, dans la pire des conditions, comment on fait pour gérer sa peur, son appréhension? Ce sont tous des secouristes qui sont passionnés et qui passent leur vie dans la montagne pour le secours, qui ont suivi beaucoup de semaines de formation, souvent plus d'une quarantaine de semaines en stage. Et à cela, on ajoute tous les entraînements personnels qui sont 3, 4, 5 ans. Donc c'est un investissement terrible qui leur permet d'avoir un bon niveau et qui leur permet, dans un secours comme ça, un petit peu risqué, de voir l'intérêt technique du secours, de voir l'intérêt de la victime, mais également de voir les risques et de prendre les dispositions pour les minimiser, les réduire au maximum, sachant qu'au bout du bout, il y a parfois des risques qu'on accepte en connaissance de cause. C'est aussi un peu l'essence du métier, hein, de réduire les risques par la formation, par l'entraînement, par le choix tactique de l'intervention. Mais au bout d'un moment, il faut y aller. Et ce n'est pas toujours sans risque. D'ailleurs, malheureusement, les plusieurs dizaines de morts que les PGHM comptent en opération de secours sont là pour nous le rappeler. J'ai vu l'info, 46 morts depuis la création du PG, depuis il y a 60 ans, c'est ça? Il y en a un peu plus, malheureusement. Je ne saurais pas vous donner le nombre en secours, en entraînement, mais en comptant... En entraînement, c'est clair qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup. Justement, le fait que vous n'êtes pas les seuls, malheureusement, il y a aussi le GMHM ou même les chasseurs alpins en général qui ont beaucoup plus de morts au final, presque en entraînement qu'en opération. Comment on gère ça quand on est justement un chef, quand on commande une unité? C'est ce qui peut arriver de plus difficile, d'avoir à gérer le décès d'un de nos subordonnés, d'un de nos secouristes. C'est terrible humainement par rapport aux familles, parce que forcément il faut leur annoncer, il faut gérer leur deuil du mieux qu'on peut à notre niveau. Et c'est terrible aussi pour l'unité qui garde un souvenir et des traces de tout ça. L'histoire des PGHM nous montre que finalement ces unités dans lesquelles il y a une telle cohésion, une telle passion partagée, ces unités arrivent à rebondir et à conserver le souvenir de ces morts en montagne, mais également à continuer d'avancer. On n'oublie pas, mais on fait avec, et on sait que les risques sont là, on garde le souvenir des personnes qui sont disparues, mais on avance. Mais effectivement, pour le chef, c'est ce qui peut y avoir de pire. Alors nos camarades chasseurs alpins le vivent également, hein. C'est très très complexe. Et c'est quelque chose à laquelle on est préparé malgré tout, on sait que ça peut arriver. Et lorsqu'on réalise des tests pour l'entrée en PGHM, ça fait partie des points qu'on aborde avec les psychologues qui sont là pour nous épauler. La manière dont on voit la mort, quel est notre rapport à la mort, que ce soit la mort des victimes qu'on vient secourir ou la mort de nos camarades, ou notre propre mort. Est-ce qu'on est capable
d'aller se mettre en danger sans trop se mettre en danger. On essaie de placer le curseur au bon niveau entre quelqu'un qui accepte des risques et quelqu'un qui serait tête brûlée. C'est assez complexe. Est-ce qu'il y a des cas, comme on le retrouve dans l'armée, de syndrome post-traumatique au sein des unités de la gendarmerie et des sauveteurs? Il n'y en a pas énormément. Il y en a. Mais globalement, même si c'est assez récent qu'il y ait une prise en charge psychologique sur la durée. C'est-à-dire que quand il y a des événements très traumatisants, on a tout un système en gendarmerie qui va faire intervenir des psychologues dans le temps du choc. Mais effectivement, quelqu'un qui va faire des secours avec plusieurs morts, voire plusieurs dizaines de morts dans une saison, voire des amis morts, parce que la communauté de la montagne est assez restreinte. Donc, quand c'est un guide qui décède, quand c'est un militaire, c'est des gens qu'on côtoie, qu'on connaît. Donc, effectivement, on peut avoir une surcharge qui vient, comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui vient au bout d'un moment. Ça, nous, chefs, on est formés normalement à essayer de le détecter au mieux, à essayer d'anticiper les choses, c'est-à-dire que peut-être changer les rôles de permanence pour qu'une personne n'enchaîne pas trop des choses traumatisantes. On a ce choix possible, mais ça arrive. Et globalement, la cohésion des unités fait que c'est assez restreint. Je pense qu'entre le casting, que ce soit physique, technique, mais psychologique aussi qu'on fait pour entrer en unité, l'ambiance dans les unités, la manière dont on va débriefer les secours entre nous, que ce soit dans le cadre du retour d'expérience très rigoureux, ou dans le cadre plus d'un débriefing, pourquoi pas autour d'une bière le soir, la cohésion de l'unité fait que on est moins touché qu'on devrait l'être, je pense, par rapport à ce qu'on vit tous les jours. Et vous le détectez plus facilement, du coup, si jamais ça doit arriver. Alors, traditionnellement, les montagnards sont un peu taciturnes, un petit peu taiseux. De nos jours, ça a un peu changé. Les jeunes générations le sont moins. Et n'hésitent pas, à le dire quand ils se sentent un petit peu choqués par ce qu'ils ont vécu. Mais globalement, quand on fait un secours avec des morts qu'on ne connaît pas, c'est des choses qu'on arrive à traiter parce que c'est malheureusement du travail qui revient assez régulièrement. Il y a une petite subtilité néanmoins qui devrait en plus jouer dans le fait qu'on pourrait avoir des syndromes de stress post-traumatique, c'est que en fait on essaye beaucoup de séparer la confrontation à la mort en elle-même, au post-mortem, au cadavre. Nous, les cadavres qu'on manipule, parfois on reste longtemps avec eux lorsqu'on les extrait de la montagne. Et ce qu'on appelle l'antémortem, c'est-à-dire le contact avec les familles, leur détresse, ce qui nous arrive, leur émotion. Et puis malheureusement, les PGHM, les unités de secours en montagne, sont presque l'une des seules unités qui fait les deux. Parce qu'on fait les secours, on manipule les cadavres, et on va faire les enquêtes, on va annoncer les décès, on va recevoir les victimes, les familles de victimes, on va les auditionner, on va leur rendre les effets personnels. Donc on a ces deux aspects qui d'un point de vue purement psychologique, normalement, sont censés aller plus dans le sens de traumatisme. Mais on s'en sort bien. Je pense que c'est la qualité des personnels qui joue, et comme je le disais, la cohésion, l'ambiance qui règne dans les unités qui permet de passer outre cela. Mais il y a des cas. Est-ce que ça peut être la même personne qui va être amenée à récupérer quelqu'un et ensuite devoir rencontrer la famille et enquêter ? Bien sûr. Oui, traditionnellement, l'enquêteur se déplace sur les lieux. Donc nous, les secours, c'est deux personnes souvent. Donc sur les deux qui sont sur les lieux, ils se partagent les actes d'enquête. Oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on fait. Alors qu'effectivement, dans la gendarmerie classique, quand il y a un crime, ceux qui vont faire l'enquête vont être sur les lieux du crime, mais le traitement du corps, tout ce qui est criminalistique, il va être fait par des experts, qu'on appelle les techniciens de l'identification criminelle, qui, eux, ne vont pas trop se confronter aux familles. D'accord. Ça veut dire que dans la formation des gendarmes qui vont composer ces unités, il n'y a pas que l'élément montagne et être capable d'évoluer dans un milieu un peu périlleux, aussi le côté officier, enfin pas officier, mais
gendarme pur, d'enquête, Tout à fait. Alors, les gendarmes qui vont faire du secours en montagne, ils sont issus des unités classiques. Hein. Donc, ils passent 1 ou 2 stages chez moi qui leur permettent d'avoir un certain niveau, une autonomie en montagne pour s'entraîner en sécurité. Ensuite, ils passent des tests. Et seulement après, ils sont en unité de secours en montagne avec encore beaucoup de formation. Et la formation qu'on leur dispense, elle est dans un premier temps de 4 niveaux différents, enfin 4 modules différents. On a un module alpinisme, donc purement la progression en montagne, et avec toutes les disciplines que ça comporte, l'escalade, tout ce qui est neige, mixte, la glace, les canyons, etc. etc. Le côté secourisme, où là on va faire des actes pour sauver des vies, des actes de secourisme, avec classiquement le PSE1, PSE2, c'est ce que font les pompiers quand ils font du secours à personne, et des modules qu'on a développés en lien avec les CRS, qu'on appelle le premier secours en montagne, qui sont une déclinaison du secourisme classique, avec moins de matériel, moins de personnel, et en zone un peu escarpée. Donc voilà le deuxième module, secourisme. On a un module secours, où là c'est la mise en œuvre des moyens de secours, tout ce qui est gestion de l'hélicoptère, du moyen aérien, les treuillages, gestion de remonter une victime, la descendre avec des manœuvres de corde, avec des treuils, aller chercher une victime dans un arbre, pourquoi pas, aller chercher une victime dans un canyon, voilà, tous les types de secours différents. Donc là c'est un module également. On a un module police judiciaire et administrative également, où là les gendarmes secouristes vont se perfectionner et dans la police administrative, surtout liée à la montagne, donc tout ce qui touche à la montagne, donc au domaine skiable, aux remontées mécaniques, à l'environnement, la lutte contre les atteintes à l'environnement qu'on peut constater en montagne. Ça peut être la chasse, la pêche, ça peut être plein de choses, ça peut être la faune, la flore, et le côté aussi professionnel du sport, c'est-à-dire pouvoir contrôler un guide, parce qu'un guide qui n'est pas diplômé, il met ses clients en danger, hein, vu le milieu. Donc savoir les réglementations, que ce soit pour les guides, les moniteurs de ski, les diplômes d'état, de canyon, d'escalade, etc. Et une partie police judiciaire, donc là où on apprend aux stagiaires à mener des enquêtes en tant qu'officier de police judiciaire, parce que c'est le titre qu'ils auront en unité, pour des constatations d'accidents, parfois des décès, mais avec des responsabilités qui peuvent être civiles ou pénales. Donc oui, nous formons également des enquêteurs. D'accord. Une fois qu'un militaire, un gendarme, qui est quand même un militaire aussi, rentre au PGHM, il peut, du coup, s'il a tout ce background de gendarme, il peut espérer aussi pouvoir le quitter et rebasculer sur une carrière beaucoup moins exotique, on va dire. Non, ça s'est jamais vu en fait. Il pourrait, mais une fois qu'il a réussi les tests, il s'est déjà beaucoup investi et il va embrayer encore sur plusieurs dizaines de semaines de stage. Et puis il va faire un métier qui le passionne, parce que pour en arriver là, il faut être passionné par ça. Et un métier comme ça, on ne quitte pas. Moi, les seules personnes, et il y en a eu peut-être une dizaine depuis la création des PGHM, qui sont retournées en unité classique, c'était des blessés ou des personnes qui avaient perdu le niveau et qu'on a fait sortir. Mais des personnes qui volontairement veulent retourner faire un travail de gendarme classique, j'en connais pas. Pour plein de raisons, il y a ce côté passion, il y a aussi ce côté autonomie. C'est-à-dire qu'un gendarme secouriste en montagne, surtout quand il est chef de caravane, il va avoir une plénitude d'autonomie sur une situation complexe, des moyens énormes, un hélicoptère, un équipage d'hélicoptère à prendre en compte, des médecins. Il est seul sur place et c'est grisant. Quand on a le goût des responsabilités, c'est aussi quelque chose de très plaisant. Et puis il y a l'adrénaline, il y a le service rendu aux victimes dans leur intérêt. Donc je pense qu'on ne peut pas passer à autre chose. Alors les officiers le font, mais c'est dur. C'est dur. J'ai cru comprendre que au sein des PGHM, et notamment celui de Chamonix, il y a beaucoup de guides de haute montagne. Oui. Une fois que nous avons réalisé nos formations, nous poussons nos secouristes en montagne vers les diplômes d'État, et notamment le guide de haute montagne. Il y a une équivalence ou est-ce que c'est quand même, il faut reprendre de zéro comme un civil le ferait? Alors il y a une équivalence. Nous, on prend le guide de zéro. Ouais.
Les gendarmes prennent le guide des 0. Par contre, quelqu'un qui est déjà guide, qui veut faire secouriste en montagne en gendarmerie, on va lui donner le module alpinisme dont je viens de parler. Voilà. Donc, on lui apprendra le secourisme, le secours, le judiciaire et après la gestion de crise. Mais le module alpinisme, voilà, on ne va pas non plus... voilà, le guide de haute montagne, c'est le nec plus ultra en termes d'alpinisme en France. Et c'est pour ça qu'on oriente nos secouristes vers cette formation, parce que ça leur donne plus de pratique, la pratique de l'encadrement aussi, et donc c'est gage de qualité, et ça donne aussi de la crédibilité en externe. Hein. Donc on fait ça pour le guide de haute montagne, et c'est vraiment le diplôme qu'on essaie de promouvoir au maximum, mais également les diplômes d'état de canyonisme, de spéléo, de ski alpin. Voilà, ce sont des diplômes vers lesquels on oriente nos secouristes. C'est bien pour eux, ça leur permet aussi d'avoir une deuxième partie de carrière aussi derrière, ou c'est vraiment juste pour compléter un cursus professionnel? Majoritairement, c'est pour compléter le cursus, mais effectivement, ceux qui quittent un peu plus tôt, ou même quand ils quittent en limite d'âge, hein, à plus de 50 ans, ils s'installent en montagne et puis ils vont pratiquer un petit peu comme en tant que guide ou moniteur de ski. Effectivement, c'est assez classique. Les diplômes, tous les diplômes que vous faites passer là où vous avez parlé des modules, j'ai lu pas mal d'acronymes sur votre site internet, donc, plein de choses ce serait bien de parler un peu des différences. Par exemple, j'ai lu DQTM, BSM, COS. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui. Alors là, je vais rentrer dans le détail technique. Donc pour cela, je vais vous reparler de la gendarmerie en montagne en règle générale. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, contrairement à nos camarades CRS qui n'ont pas besoin d'avoir des policiers, on va dire, du cadre général montagnard, parce que dans les villes, ils travaillent majoritairement dans les villes. Nous, dans le cadre général, les gendarmes départementaux, les gendarmes mobiles, ils sont amenés à travailler en zone gendarmerie en montagne. C'est la continuité de notre action. Donc il y a toute une formation qu'on dispense à destination de tous les gendarmes. Donc le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le CEM, Certificat Alimentaire Montagne. C'est 2 semaines l'hiver et 2 semaines l'été. Donc ça, dans les brigades, il y en a. Ils sont capables de progresser en sécurité en ski de randonnée, pas avec une totale autonomie lorsqu'il y a des risques d'avalanche, mais ils peuvent faire partie d'un groupe sans souci, que ce soit l'été ou l'hiver. Et ça nous sert beaucoup pour les recherches de personnes notamment. Vous savez que c'est la gendarmerie qui est en charge des recherches de personnes disparues. Donc dès qu'il y a des recherches, souvent en montagne, ça peut être des ramasseurs de champignons qui souvent ne disent pas où ils vont, qui ne rentrent pas, mais là il faut battre la montagne, aller voir au pied de barres rocheuses, etc. Donc ça demande une certaine technicité. Donc c'est les unités territoriales et mobiles qui ont ce niveau de formation, le certificat alimentaire montagne. Le niveau suivant, on appelle ça le DQTM, diplôme de qualification technique montagne. C'est aussi destiné aux unités territoriales, c'est l'encadrement de ces gens-là. Donc avec cet encadrement, on va former des groupes montagne gendarmerie, qui sont des unités de circonstance qui peuvent se rassembler pour des recherches par exemple. Et en mobile, il y a l'équivalent dans les escadrons. Le DQTM, c'est 6 semaines de formation en alpinisme l'été, 5 semaines en ski de randonnée, cascade de glace l'hiver, ici à Chamonix. Et on adjoint le PSE1, PSE2, donc la base du secourisme. Le DQTM, en fait, il y a quand même quelques semaines de formation, mais par rapport à ceux qui ont le niveau précédent, le certificat alimentaire montagne, ils ne peuvent pas se présenter directement. Ils doivent faire des courses en montagne, des itinéraires techniques qu'ils doivent pratiquer en service, encadrés par des personnes plus qualifiées, pour déjà arriver à ce niveau-là. Donc il faut, entre chaque stage, pratiquer beaucoup. Et pour ces stages-là, on a un système dont on est assez fier, parce que c'est vraiment la méritocratie. C'est-à-dire que les stages DQTM, souvent, il y a entre 20 et 30 places. Et bien, le premier jour du stage, il peut y avoir autant de personnes qu'il y a de volontaires en France, en gendarmerie. On organise des tests, et pour le stage, on prend les meilleurs. Voilà. Classiquement, il y a parfois 30, parfois 40 personnes, et bien, le lendemain, on garde que les 25 meilleurs, parce qu'on a 25 places dans le stage, mais au moins tout le monde aura pu tenter sa chance. Donc ça, ce sont les 2 diplômes qui sont destinés à la gendarmerie classique. Les titulaires de ces 2 diplômes, ils vont s'entraîner encore personnellement, que ce soit en service, hors service, et ils peuvent passer les tests
pour devenir secouriste en montagne. Alors les tests, c'est 3 jours l'hiver, avec beaucoup de dénivelé en ski de randonnée, du ski technique, toute neige, tout terrain, et un module estival avec une grosse semaine de tests, avec là aussi beaucoup de physique, beaucoup d'escalade, de l'aisance avec les crampons sur glace, etc. De l'aisance en course d'orientation, tout ce qui est manœuvre de corde, etc. La liste de courses aussi également. Ils nous montrent toutes leurs réalisations en alpinisme et on les interroge pour être sûr qu'ils les ont bien faites, pour voir ce qu'ils en ont retenu, parce que plus on est actif d'une sortie en montagne, plus on en retient des choses. Et donc sur une semaine, on va les tester sur plein de choses et on va en garder quelques-uns qui auront la chance de passer une autre semaine de test, où là ils iront en montagne avec un instructeur du CNISAG pour montrer sur le terrain, sur des itinéraires complexes, comment ils gèrent une sortie en montagne. Donc là, 2 semaines de tests estivaux, et là enfin, on a accès à la formation secours en montagne, qui commence par 3 semaines qui sont encore éliminatoires, où là c'est les fondamentaux, on leur apprend les manœuvres de secours, donc se faire poser n'importe où en montagne, où y progresser, manipuler des brancards, remonter des victimes, descendre des victimes, réaliser des relais de secours, etc. Au cours de ces 3 semaines-là, on peut encore faire partir ceux qui n'ont pas ce côté un petit peu bricoleur en montagne, ce côté compréhension de l'environnement, ceux qui n'arrivent pas à faire le distinguo entre l'alpinisme loisir et le secours en montagne, où là on est plus rigoureux sur la solidité des relais par exemple, ou sur la gestion des risques. Et on a également au milieu de tout ça des tests psychologiques avec des psychologues spécialisés dans le recrutement qui nous donnent des profils qui nous aident à savoir qui on peut garder. Voilà. C'est quoi justement le profil du gendarme parfait pour ce poste et cette formation? Alors, au-delà de tous les aspects techniques qu'on voit nous assez bien au cours de toutes les semaines de tests, le profil psychologique, c'est... Et d'ailleurs, on le voit même sans les psychologues, parce qu'on se rend compte que ça se rejoint beaucoup. C'est une grosse aide qu'on a, ces psychologues, une aide précieuse, mais souvent, on sent les mêmes choses. Ce qu'on a besoin de voir, nous, ce qu'on a de voir chez eux, c'est de l'engagement, c'est du goût de l'effort, c'est un esprit d'équipe très marqué, c'est une compassion aussi par rapport aux victimes, c'est un esprit d'initiative, une capacité d'adaptation, une résistance au stress. Voilà, je pourrais en trouver beaucoup d'autres, mais ça fait partie du profil qu'on a dressé pour nos psychologues et pour qu'ils arrivent à détecter un petit peu ça. Et on se rend compte que celui qui a déjà la force mentale pour arriver à ce niveau-là des sélections, il a déjà quelques-unes de ses qualités. Après, tout le monde n'a pas tout. Il ne faut pas qu'il soit tête brûlée non plus, il faut une solidité, vraiment une stabilité à toute épreuve. Et puis, notamment l'esprit d'équipe, la manière de communiquer avec les uns les autres, la résistance au stress, la capacité à laisser la place de chacun, à répartir les rôles, à exploiter un peu le meilleur des compétences de tous les équipiers, tout ça. Lorsqu'on organise un exercice secours, on voit ceux qui ont cette fibre, hein, on le voit aussi. Mais oui, c'est un profil psychologique assez fin qu'on essaie d'avoir. Et puis, au travers de tous les filtres dans lesquels ils doivent passer, on arrive, je pense, à bien atteindre notre cible sur le profil qu'on recherche, quoi. Vous avez du mal à recruter? Ou au contraire, il y a beaucoup trop de gens qui se pressent à la porte? Il n'y a pas trop de gens. Il n'y a pas trop de gens parce que c'est dur, c'est difficile. On a eu des périodes où on a eu du mal à recruter assez de personnes qui avaient le bon niveau. Donc on a pris le parti de laisser les PGHM en souffrance, avec des effectifs en moins, pour ne pas transiger sur le niveau initial. Là, on est dans une phase où on arrive à recruter. C'est un métier qui fait rêver, hein, donc il y en a beaucoup qui essayent d'aller dans cette voie, mais bon, les épreuves successives, ça en décourage plus d'un, hein, parce que effectivement, c'est très complexe.
C'est quoi qui fait rêver, selon vous? Qu'est-ce que les gens vous disent quand vous les avez en entretien? Qu'est-ce qui les a poussés à faire ce métier qui est quand même assez dangereux et exigeant? Principalement, c'est la passion de la montagne dans un premier temps. C'est des montagnards. On peut pas. C'est des gendarmes. Ils ont la passion de la gendarmerie, mais ils sont aussi, et peut-être parfois avant tout, passionnés de montagne. Donc, ils ont cette opportunité d'exercer un métier dans le milieu qui les passionne, d'un métier technique, et la technicité aussi les passionne, les intéresse. Et puis c'est des gens qui sont pleinement investis pour les victimes, qui ont cette envie de sauver des gens, cette envie d'être actifs, d'aller de l'avant, aller prendre des risques, être confrontés à des situations difficiles pour sauver des gens. Plus la situation est complexe et plus le challenge à relever est important et il plaît aux secouristes. Malgré tout, comme je le disais, il faut que ce soit des personnes qui soient capables d'évaluer les risques et de les gérer et de les réduire au maximum. Donc il faut cette balance entre la volonté de s'engager et la nécessité de gérer les risques. Ici, nous sommes à Chamonix, qui est la Mecque de l'alpinisme mondial, quoi. Pourquoi question facile, pourquoi le CNISAG est ici et pourquoi ça a du sens de garder cette institution ici? Mais comme vous le disiez, historiquement, c'est un des lieux mythiques de l'alpinisme, et puis même de nos jours, c'est le lieu central. C'est là que énormément d'itinéraires sont réalisés, c'est là que se concentre une bonne partie des compétences liées à la montagne, liées à l'alpinisme. Et pour nos actions de formation, c'est le terrain idéal, avec des massifs variés comme les Aiguilles Rouges, le massif du Mont Blanc. Après, parfois, on va ailleurs, parfois on va travailler à Briançon pour certains exercices. Mais cette facilité aussi d'accès à la haute montagne avec les téléphériques, alors qui malheureusement là sont comme beaucoup de remontées mécaniques en stand-by à cause du Covid, mais oui, c'est une facilité pour nous d'accéder à la haute montagne. Ça permet de faire des courses complexes, parfois en une journée, d'accéder très rapidement à des refuges pour faire des sessions en montagne importantes. Donc oui, c'est ce qu'il y a de plus logique. Et c'est pour ça qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. Et tous les centres de formation qui comptent dans le milieu de la montagne sont sur Chamonix, quoi. Justement, comment vous le vivez, cette situation, le fait d'avoir tout le monde au même endroit, comme ça, tout est concentré sur une ville qui est en plus pas très très grande On le vit bien parce qu'il y a des bonnes relations, que ce soit avec le MHM ou avec les CRS du CNAS ou la compagnie des guides. On a de très bonnes relations, on les côtoie très régulièrement. Non, ça se passe très très bien. Et enfin, avec les CRS, on a même des échanges, notamment sur certains diplômes. Avec le MHM, de par notre culture militaire, on a aussi pas mal d'échanges. Et puis, avec les chefs de corps, on a des projets en cours sur de la recherche et développement. Donc oui, c'est quelque chose une situation qui nous convient très bien. Il n'y a pas parfois des petites guerres de clochers ou ce genre de choses, de petites rivalités? Je dirais que non, réellement. Depuis que je suis là, je n'ai pas assisté à ça. Et puis de la connaissance que j'ai du milieu de la montagne sur Chamonix, tout se passe très très bien, quoi. Chamonix, ça attire beaucoup d'étrangers aussi. Et je suppose que ça attire beaucoup de services étrangers qui ont envie de se former peut-être chez vous. Est-ce que vous formez des étrangers, par exemple, d'autres pays, des secouristes d'autres pays? Oui, tout à fait. On a pas mal de partenariats. Enfin, on a des partenariats en cours qui sont malheureusement là en stand-by aussi à cause du Covid. On forme des partenaires et il y a d'autres pays étrangers avec lesquels on a juste des échanges parce que voilà, il n'y a pas d'histoire de. Enfin, chacun a apporté dans son domaine, donc parfois c'est de l'échange, parfois c'est de la formation pure, soit de pays qui sont un petit peu moins perfectionnés, ou moins les services publics dans le domaine de la montagne, soit des pays qui n'ont pas investi dans ce type de formation institutionnelle, comme la Suisse par exemple, qui sont des très bons montagnards, mais la police suisse par exemple n'a pas d'organe de formation. Donc le dernier stage des QTM, on a formé des policiers suisses pour qu'ils soient capables, comme nous, comme je le disais pour la gendarmerie, non pas de faire du secours,
mais de prolonger l'action de l'État dans les zones un peu reculées et accidentées que sont la montagne. Sinon, effectivement, nous avons développé des partenariats où nous formons notamment des pompiers chinois de la province du Yunnan. On les forme de A à Z au secours en montagne, avec la partie terrestre. Peut-être que ça va basculer sur la partie héliportée si ils décident d'adhérer à ce type de schéma d'intervention. On forme des Marocains, on a des partenariats avec l'Inde, on a eu des échanges avec le Pérou également. On a des demandes qui viennent de beaucoup de pays, le Tadjikistan, la Bosnie-Herzégovine, plusieurs pays d'Afrique également. Voilà, on a plus de demandes qu'on ne peut honorer, hein. Mais c'est très, très valorisant de savoir que d'autres pays s'intéressent à notre système français de secours en montagne, qui n'est pas adapté partout, parce qu'on est sur des petites distances avec des massifs où on a des hélicoptères bien positionnés. Mais notre expertise est reconnue en international, et ça c'est vraiment quelque chose qui est appréciable et qui nous permet de rayonner dans à peu près tous les continents, quoi. C'est surprenant par exemple le fait que vous ayez des Chinois, parce que c'est pas forcément un pays avec lequel l'État français a des échanges très poussés sur la question de formation ou de sécurité. Ça, ça vient de, je veux dire, je suppose que c'est pas forcément qu'à votre niveau, c'est aussi au niveau diplomatique international que ça se joue, ou est-ce que c'est quand même assez épisodique au final ? Effectivement, ça se joue au niveau diplomatique. Alors, j'ai pas évoqué tous les pays, hein. Je viens de repenser à nos camarades espagnols avec qui on a des très bonnes relations, mais ça, c'est des relations aussi transfrontalières qui sont à la fois des relations opérationnelles et les Italiens également, hein, opérationnelles et des échanges de formation qui sont assez réguliers. Pour ce qui est des autres pays du monde, effectivement, c'est la voie diplomatique, hein. Souvent, c'est l'attaché de sécurité intérieure qui, par ses contacts, ou l'ambassadeur lui-même, qui va solliciter les services parisiens qui sont chargés de la coopération internationale pour que l'on puisse apporter notre expertise au pays en question. Alors ça peut être juste gratuit comme ça, ou c'est parfois dans le cadre d'échanges où nous allons nous instruire dans un domaine dans un pays étranger, et en contrepartie, nous les formons au secours en montagne. Mais effectivement, c'est très diplomatique, et voilà, nous ne sommes pas à l'initiative de ce genre de coopération. Ah, c'est intéressant, ça montre la complexité autour de ça, parce que dans un des précédents épisodes du podcast, on a reçu un ancien espion de la DGSE qui nous parlait justement des relations compliquées, on va dire, avec nos amis chinois, et ces problèmes d'espionnage, de contre-espionnage. Mais bon, là, c'est pas la même logique, on va dire. Là, alors, chaque fois qu'on est allé en Chine, on a été très très bien accueillis. Effectivement, en fait, ils ont tout de suite, je pense qu'ils voient très bien en nous la technicité du montagnard, mais également la simplicité. Et voilà, on est vraiment en dehors de toutes ces considérations politiques lorsqu'on va chez eux. On a une mission de formation, on a humainement des expériences très riches également. Et puis on forme ici. À partir du moment où c'est validé par la voie diplomatique, on y adhère à 100%. D'ailleurs, comme je le disais, c'est des expériences très très enrichissantes. J'imagine. Surtout quand on va changer de massif, quoi. Que ce soit au Pérou, la cordillère des Andes ou l'Himalaya, on est vraiment sur d'autres dimensions, d'autres manières de pratiquer la montagne, d'autres rapports à la montagne également, où on découvre beaucoup de choses. Et puis nous, on apporte la technicité qui est plus de l'alpinisme que de l'himalayisme, d'ailleurs, la technicité vis-à-vis du rocher, vis-à-vis de la progression, notre gestion des risques à nous, et nos manœuvres de secours. Parce que la France a été un des premiers pays à mettre ça en œuvre, hein. Donc on a toute l'histoire du secours en montagne qui est vieille de plus de 60 ans pour nous avoir amené à ce niveau-là d'expertise dans le domaine du secours. Vous l'avez signalé à plusieurs reprises, on est en période de Covid. Est-ce que vous avez relevé une baisse ou au contraire une augmentation du nombre de secours en cette période alors que les stations de ski sont fermées, du moins les remontées mécaniques ? Alors là, je sors un peu de mon domaine parce que moi, c'est la formation. C'est le PGHM qui pourrait y répondre. Sur Chamonix, le PGHM de Chamonix, mais partout ailleurs. Moi, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que de mes camarades commandants de PGHM, on se rend compte qu'il y a une baisse du secours dans certains domaines, certaines activités, et d'autres activités, ou parfois des massifs qui étaient moins sollicités,
peut avoir une augmentation de secours, les massifs dits anciens, où c'est plus de la moyenne montagne. Parfois des activités qui explosent, que ce soit de la raquette à neige, ski de randonnée, activités qui explosent ici également, mais je pense qu'à Chamonix, on a le côté alpinisme pur qui a bien diminué du fait de la fermeture des refuges, fermeture des remontées mécaniques, et notamment du téléphérique de l'Aiguille du Midi ou du train du Mont-en-Vert, qui font que l'activité alpinisme baisse effectivement. Après, il y a eu toutes les périodes de confinement où effectivement l'activité était réduite à son minimum, mais les PGHM ont continué de travailler parce que la prévention en montagne était nécessaire, la surveillance des zones, l'entraînement, on a un peu pris sur nous pour être comme tout le monde, confiné et pas aller trop en montagne. Donc là, on est dans une phase où on doit y retourner pour reprendre contact avec la technicité. Mais effectivement, il y a moins de pratiquants dans la haute montagne. Est-ce qu'au niveau de la formation, justement, le Covid va changer les choses pour vous dans les prochaines années ? Est-ce que vous allez devoir adapter certaines formations, certains process, certaines procédures ? Alors, il y a déjà des procédures, notamment dans le secourisme, qui ont été adaptées en raison du Covid. Nous, dans notre calendrier de formation, dans notre manière de gérer les stages, on a forcément des contraintes. Les contraintes, ce sont liées à l'hébergement, où là, on avait plusieurs personnes par chambre, et là, on n'en met qu'un par chambre. Elles sont liées à l'alimentation. Il y a un restaurant dans le CNISAG qui fait beaucoup de repas froids pour le midi, parce qu'ils sont rarement ici, les stagiaires, mais qui le soir, parfois, fait les repas. Et du coup, mes stagiaires, ils doivent être à 2 mètres les uns des autres. Donc ça complique les choses, ça c'est purement logistique. Après, pour aller en montagne, on est contraint également. On est contraint par le fait que, comme je le disais, que les refuges gardés sont fermés, que les remontées mécaniques le sont également. Là, sur l'hiver, on a des stages où on veut les faire progresser en ski alpin pur. Donc là, il faut monter, descendre, et il faut des remontées mécaniques. Cette année, on a dû s'adapter. On a axé plus sur le ski de randonnée, donc la montée se faisait à la force de chacun. Donc on a dû être un petit peu plus sélectif sur les tests d'entrée concernant le niveau technique en ski alpin, parce qu'on n'a pas pu les former comme on aurait voulu dans ce domaine. Là, on attaque la saison où on va partir sur l'alpinisme, et si les téléphériques de l'Aiguille du Midi notamment, ou tout ce qu'on a dans les aiguilles rouges n'ouvre pas, ça va nous compliquer la tâche, effectivement. Espérons que ça se termine rapidement. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un conseil à donner à un gendarme ou à quelqu'un qui a envie de se lancer dans cet univers du secourisme ou qui aimerait candidater pour entrer dans le PGHM, au PGHM ? Je lui dirais tout d'abord que c'est un bon choix, qu'il a raison de viser haut, parce qu'il vise haut effectivement, et il a raison parce que s'il réussit, il aura forcément toutes les satisfactions qu'il espère, et beaucoup plus même. Car c'est un métier passionnant et où on vit énormément d'expériences, on sauve des vies, on a une camaraderie qui se forge par des situations extrêmes vécues en groupe, vécues avec une grosse cohésion. Donc oui, il ne sera pas déçu. Maintenant, effectivement, la route est longue et il va falloir qu'il ait un très bon niveau en alpinisme, essentiellement, et un très bon niveau physique. C'est ce qu'on va lui demander lors des tests. Alors après, il faut qu'il soit capable d'être un bon gendarme à la base, qu'il ait tous les critères psychologiques que j'ai évoqués. Mais si c'est un très bon technicien en alpinisme, en ski, ça va l'aider. Maintenant, je lui dirais d'être prudent, pas griller les étapes, parce que pour arriver à un bon niveau technique, ça peut se faire en milieu un peu aseptisé, mais nous on a besoin d'expérience aussi, on a besoin de personnes qui pratiquent la montagne. Et l'expérience, ça s'acquiert au rythme où ça s'acquiert. On ne peut pas sauter d'étape, et nous on est aux premières loges pour nous rendre compte que la montagne c'est malgré tout un milieu qui peut être dangereux lorsque soit on n'a vraiment pas de chance, soit on a fait des petites erreurs. C'est pas toujours des grosses erreurs, parfois c'est une petite erreur qui entraîne une autre, et puis ça vire au drame. Donc oui, il faut que les personnes qui sont motivées par la montagne, elles prennent le temps d'acquérir de l'expérience et de monter leur niveau en sécurité. Et après, la passion, elle doit être là. Mais on le voit tout de suite quand on les a en stage. Super. Merci beaucoup pour ce temps et ce partage. Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.